Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour, je ne vous vois pas, mais vous ne devriez pas tarder à apparaître, le voilà. Jonas Haddad, bonjour, vous êtes avocat. Bonjour. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric, co-auteur avec Brice Sokol de Parlons-nous tous la même langue aux éditions de l'Aube, que je vous recommande. Petit ouvrage très, très utile, très intéressant, justement sur la rupture qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle les territoires et la capitale, et des petits chapitres très courts qui sont issus de plusieurs de vos enquêtes IFOP qualitatives. Et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Beaucoup de sujets autour du pape François qui va mieux mais néanmoins pourrait démissionner. Comment réarmer le pays? Toujours la question du financement. Salah Abdeslam, on l'a appris, sa compagne serait enceinte. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Bref, beaucoup de sujets. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale de commémoration en hommage aux victimes du terrorisme. Je trouve que c'est important, cette journée du 11 mars, de le redire. Dans le 13e, il y a un concert ce soir autour de Back to Life. Je voulais vous rappeler cela. Il y a aujourd'hui le lancement de la campagne aussi, une jonquille pour lutter contre le cancer, c'est l'Institut Curie. Donc des dons, moi je l'ai fait ce matin, 92 002. Vous envoyez espoir. Et puis Véronique de Villèle qu'on avait ce matin pour Alzheimer, 92 222. Là aussi, vous envoyez dons et 5 € seront débités sur votre facture de téléphone. C'est des petits gestes, mais qui sont importants pour la recherche. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on en parlera peut-être, où tous les programmes de santé ont été coupés. C'était absolument scandaleux et très inquiétant. J'entendais un médecin en parler ce matin. Donc voilà, des petits gestes qui peuvent faire beaucoup. Ergun, vous, c'est un coup de cœur, vous aussi, pour une autre campagne. Une autre campagne en cette journée du 11 mars, c'est une campagne qui incite nos concitoyens à lire, c'est le quart d'heure de lecture nationale, qui nous pousse à prendre un quart d'heure aujourd'hui pour lire n'importe quel ouvrage. Ça peut être un livre, une BD, un roman, des essais, et je savais pas que Frédéric Dabi a sorti un livre, donc je vais aller l'acheter pour le lire. Triple intérêt, évidemment, redonner sens à la lecture avec un slogan choc: éteignez vos portables, allumez vos cerveaux, lisez. L'importance de la lecture dans le quotidien des Français, je crois que la dernière statistique était encore plus grave, qui montrait qu'il y avait une réduction de 10% du nombre d'heures de lecture des Français par rapport à l'année précédente. Donc ça nécessitait évidemment un sursaut, et je pense que ce genre d'événement va marquer, va être réitéré tous les ans et va inciter nos concitoyens à lire. Deuxième intérêt, c'est aussi parce qu'il y a plein d'effets positifs de la lecture qu'on a oubliés, notamment la stimulation des parties créatives du cerveau, notre capacité à améliorer notre vocabulaire, la grammaire, et surtout ça nous rappelle que la lecture est un formidable levier pour socialement parlant, et donc ça nous permettra de remettre au cœur de notre vie, au cœur de notre quotidien, la lecture qui a malheureusement été trop oubliée par nos concitoyens. Mais sauf que voilà, on peut pas obliger les gens à lire, c'est bien de dire qu'il faut le faire. On entendait peut-être que ce que disait Véronique de Villèle tout à l'heure sur Alzheimer, c'est-à-dire la lecture, les jeux, les mots croisés et autres, ça aide à entretenir le cerveau. Donc, ne serait-ce que de lire un journal, de lire un quart d'heure par jour, ça peut faire fonctionner votre cerveau. Jean-Luc ? Oui, je suis évidemment d'accord avec ça, mais il semble quand même que l'édition, enfin en tout cas dans ce que j'en lis, en France, l'édition de plusieurs centaines de milliers de livres par an, l'édition va pas trop mal en France quand même. Si, elle va très mal. Il reste donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il reste donc des centaines de milliers de lecteurs et de lectrices en France. Ça va plutôt très mal, quand même. Je veux dire, les livres se vendent beaucoup moins bien. Ce qui était un best-seller avant, c'était des 400, 500 000. Aujourd'hui, quand ça fait 100 000, c'est un ultra best-seller. Ouais. Des bouquins ne se vendent pas à plus de 500, 600. J'en veux pour preuve les livres des politiques, entre autres. Mais les librairies, beaucoup. Hein. Oui. Les librairies rament vraiment, et c'est
pas génial. Vous disiez quoi, Jonas? Non, je parlais des chiffres du bouquin que j'avais fait et je m'en enorgueillissais, mais c'est pas pour l'antenne. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est 2000, il faut le dire. 2000, pas mal, non, pour le langage politique, c'est pas mal. Oui, absolument. Mais c'est surtout un problème de démocratisation. Je crois que l'accès à la lecture, au livre, est de plus en plus restreint, et donc on a un sujet aussi d'accès à la culture. Je suis pas sûr. Regarde, tu as le pass culture qui normalement te permet de le faire. Je pense qu'en réalité, c'est l'angle par lequel on amène les gens à la lecture, et en fait, c'est toutes les générations qui sont touchées. La lecture, ça permet la concentration pour ceux qui ont des problématiques de concentration, notamment chez les plus jeunes. Et vous savez, aujourd'hui, si on répond à Jean-Luc sur la question de l'édition, aujourd'hui, si l'édition tient encore debout et ne s'effondre pas totalement, ce n'est pas du tout par les livres classiques, puisque quand vous regardez les statistiques et vous parlez aux éditeurs, c'est la dark romance qui marche le plus. C'est les 50 nuances de gris, toutes ces livres-là. Je dis pas que je suis contre. La femme de ménage, non, mais lisez, n'importe quoi, mais lisez. C'est quand même pas mal. Bien sûr. Non, mais je dis pas l'inverse, ou les mangas. Oui, j'ai bien compris. Voilà, mais je pense que sans cela, l'édition classique serait en difficulté. Or, moi j'aime beaucoup, je suis concerné par cette question-là parce que je suis très féru de numérique, mais la réalité de tout ça, en réalité, c'est que les écrans ça dévore et la lecture ça nourrit. Ouais. Ça nourrit un imaginaire. Bien sûr. Vous pouvez être dans votre canapé et vivre 1000 aventures, alors que la différence avec les réseaux sociaux, c'est que vous êtes dans votre canapé et vous comparez à 1000 autres personnes qui sont censées avoir une meilleure vie que vous. Ouais, absolument. Voilà. C'est la chanson de Renaud. C'est la chanson de Renaud dans. C'est très bien résumé. Dans quoi? Dans le sirop de la rue, grâce à des lectures, on peut s'échapper de sa chambre, et voir toute l'humanité. C'est ça. Mais sans frustration. Voilà, sans propre aux réseaux sociaux où tu te dis voilà, ils ont une vie magnifique. Bien sûr, ouais, bien sûr. Absolument. Et effectivement, il y a le livre de poche qui cartonne, en revanche, parce que c'est pas cher et qu'on trouve aujourd'hui des livres d'occasion, nous dit Laurence, à 2 €. Et les livres de poche neufs, ça vaut 6 €. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. C'est Stéphane Simon. Sud Radio. Alors vous êtes Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour de Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Jonas Haddad, avocat, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, coécrit avec Brice Sokol, Parlons-nous tous la même langue, paru aux éditions de l'Aube, et Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Le pape François, qui va mieux, mais qui néanmoins est très affaibli. Il envisagerait de démissionner. Comment réarmer le pays? Faut-il travailler plus? Comment va-t-on financer ce réarmement? On va parler de Donald Trump avec une bourse américaine qui s'effondre. L'Ukraine avec cette réunion décisive en Arabie Saoudite sans les Européens. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Frédéric, vous vouliez revenir sur un tweet? Oui, tout à fait. Sur une information du site d'information Blast qui disait qu'Emmanuel Macron voulait s'acheter la voiture de James Bond à l'Élysée. C'est bien sûr, ça a été démenti. Je crois que Blast, vous m'avez me le dire, maintient ces informations. Mais je veux revenir sur la réaction de Marine Tondelier qui très rapidement a tweeté et a pris pour argent comptant le tweet de Blast, l'information de Blast qui n'a pas été confirmée. Enfin, il y a un débat sur la véracité des faits. Moi, je trouve déjà, c'est assez révélateur. J'ai rien contre Marine Tondelier, je vais plutôt parler d'une manière générale. Ouais. C'est révélateur de l'époque du personnel politique, notamment du personnel politique d'opposition, qui oublie les attentes des Français à l'égard d'un parti d'opposition. C'est d'abord s'opposer à travers des idées. C'est proposer une vision, proposer une alternative. C'est pas dire Emmanuel Macron se prend pour James Bond ou Daniel Craig et veut s'offrir une Aston Martin. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais voilà, qu'est-ce que l'on veut pour le climat, notamment quand on a un parti écologiste? Quel horizon, quel cap désirable on propose aux Français? Et puis, on est dans la 5e République, un parti d'opposition à vocation à présenter un candidat à la présidentielle, gagner cette présidentielle, et c'est proposer une incarnation, proposer, comme je le disais, un cap. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le buzz, on est dans le court terme, on est dans une forme de court-termisme où on va réagir, on va sauter à pieds joints, si je puis dire, dans une actualité qui... on va bientôt poser nos questions des conversations des Français, mais qui n'intéressera absolument pas les gens. C'est révélateur de l'époque et de cette dérive. On parlait de cette opposition lecture. C'est pas du niveau. Et on parlait de l'opposition lecture réseaux sociaux. Voilà
un exemple qui montre une fois de plus que les réseaux sociaux et X, c'est comme la langue d'Ésope, peut-être la meilleure, mais surtout la pire des choses. Mais elle l'a retiré après, donc on peut se demander le contrôle des nerfs de certains politiques. Mais c'est pas nouveau, vous savez. Jonas Haddad. Pendant la campagne européenne, Europe Écologie Les Verts, notamment par la voix de Marie Toussaint, avait fait une grande interview dans laquelle elle avait expliqué à chiffres à la pluie, elle disait qu'il y avait une explosion de X du nombre de cancers chez l'enfant à cause de la pollution, etc. Et elle s'était pris un communiqué de presse quelques heures après de la société spécialisée dans les cancers, donc la société académique médicale, expliquant qu'elle utilisait une fake news pour faire peur aux auditeurs. Et donc en fait, ce qui est terrible, c'est que dans cette partie-là de l'échiquier politique, on utilise la fake news, même si après on sait qu'on va la retirer. C'est une sorte d'hameçon pour un certain nombre de personnes, pour leur faire peur. Alors bien évidemment, après il y a le démenti où on retire son tweet, mais en attendant, on a alimenté la fake news. Et ça qui est très très dangereux dans le débat politique. Oui, Jean-Luc, ça vous fait réagir ? Jean-Luc Benamias ? Je sais pas. Le problème de tous des politiques et des Verts, non pas en particulier, mais en général, c'est que les réseaux sociaux demandent à réagir dans l'instant. Oui. Alors parfois ça tombe juste, parfois ça tombe pas juste. Là, clairement, faut juste savoir à ce niveau-là qui sont derrière les machines dans différentes formations politiques, quelles qu'elles soient, pour répondre directement à la minute, à la seconde, à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous pensez que Marine Tondelier, elle ne tweete pas elle-même, franchement? Vu la purge qu'elle a fait... Sérieusement, vu le nombre de médias qu'elle fait dans la journée et de prises de position politique qu'elle a, qu'elle ne tweete pas elle-même, non? Jean-Luc, dans ce cas-là, il faut qu'elle vire son community manager. Elle tweet des photos d'elle en train de faire un jogging, alors juste avant. Ce qui m'irrite, vous pouvez le penser, enfin, il m'irrite, le mot est trop fort. Je vois pas très bien pourquoi cibler Marine Tondelier plus que d'autres politiques. Parce qu'elle a réagi et ce qu'a expliqué Frédéric Dabi, c'était symptomatique aujourd'hui du niveau des politiques. Pardon. Encore une fois, je redis, je connais Raquel Garrido depuis très très longtemps. C'est une femme fort sympathique, mais elle va participer à l'émission Les Traîtres sur M6. Est-ce que c'est du niveau d'un politique de faire ça? Je veux dire, c'est un peu du même. Les Traîtres, c'est une émission de divertissement, un jeu qui ressemble un peu au jeu du loup-garou, où on doit faire savoir si on est loyal ou traître. Bah oui, alors c'est très bien payé, c'est payé entre 80 et 120 000 euros pour les semaines de tournage, mais je suis choquée de voir que des politiques participent à ça. Oui, on peut y aller si vous voulez, on va se faire l'émission. C'est le niveau des politiques. Jean-Luc, moi je me suis. Frédéric, il a été clair. Je dis les choses. Est-ce qu'un politique doit se jeter sur une information qui n'est pas encore vérifiée, voilà, qui n'est pas encore. Tout le monde a le droit à l'erreur, et c'est ça qui me gêne. Et puis n'oublions pas, on est à un moment où on est dans un moment d'éclipse du politique à l'échelle nationale. Les Français ont le sentiment que plus rien ne se passe à l'échelle nationale. Et ils cherchent et ils trouvent des acteurs de substitution. Les élus locaux, naturellement, on ne trouvera pas un maire d'une grande ville, d'une ville moyenne, de se jeter comme ça, parce qu'il n'a pas le temps. Il travaille 16 heures sur 24. Et autre acteur qui a maintenant un crédit du fait de cette équipe du politique, l'entrepreneur, qui lui, par son activité, change la vie. Ouais, ergo. Non, c'est surtout que Marine Tondelier, dans le cadre du congrès des écologistes, est en train, même si elle est très favorite, en train de satisfaire une certaine base, et donc pour un peu camoufler, je pense, un certain bilan qui est pas terrible, notamment aux élections européennes, elle essaye de s'assurer sa réélection, qui est au final sa seule bouée, parce que contrairement à ce qui a été dit, elle n'a pas été élue ni dans la région ni dans le département de son territoire. Absolument. Donc voilà, elle sécurise son congrès, mais malheureusement ça en dit beaucoup sur le populisme qui touche les rangs de l'écologie politique française. Jean-Luc, coup de gueule. Je crois qu'elle est élue à la région, pardon. Mais bon, passons. Jean-Luc. Pour le reste, je pense que Marine Tondelier a réussi mais on va passer à votre coup de gueule. Alors c'est ni un coup de gueule ni un coup. C'est un questionnement, mon histoire, ce que je vais raconter. C'est cette idée du retour du service militaire en France. On peut comprendre les raisons de parler militaire en ce moment, ça c'est clair. Mais c'est oublier pourquoi l'armée française, notamment la hiérarchie française de l'armée, a soutenu Jacques Chirac quand il a annulé le service militaire. Donc clairement, repenser le service militaire universel et qui serait par obligation aujourd'hui mixte, je suis pas certain que les armées françaises et les hiérarchies de l'armée française attendent cela de la chef de la tête de l'État.
Ouais. Bon, je sais pas, vous en pensez quoi? Retour. De toute façon, je pense que c'est même pas envisageable. C'est des sujets qui reviennent. Oui, c'est ça. C'est que les casernes ne sont plus là. Oui, je crois que c'est. Et ça dit quoi dans l'opinion publique? J'ai vu passer une enquête qui n'était pas de l'IFOP, mais on a fait il y a pas très longtemps. On a bien sûr une majorité très nette de Français, sauf les plus jeunes, favorables au retour du service militaire. Mais c'est moins. Dans une logique d'opérationnalité, de faire grossir notre armée, que dans une logique d'imaginaire qui est, le brassage, le creuset, s'occuper de notre jeunesse. C'est ce qui expliquait aussi, je le dis très calmement et ouvertement, que le SNU, qui est maintenant démantelé, qui maintenant n'existe quasiment plus, était très fortement soutenu par l'ensemble des Français, y compris par les jeunes, parce qu'il y a ce sentiment qu'il y a besoin de rencontres, de brassage et de ce creuset français qui s'est peut-être atténué. Mais c'est vrai que je suis pas spécialiste des questions militaires, mais j'ai entendu plusieurs responsables de l'armée dire que non, il y a pas besoin d'une armée de conscription, c'est plus une armée de métier qui est demandée. Mais ce qui est intéressant, si je suis la logique de Jean-Luc Benamias, c'est qu'effectivement, la militarisation est aujourd'hui peut-être pas au cœur de l'actualité, mais dans ce cas-là, si on veut quand même aller dans le sens de ce qu'a dit le président de la République, à savoir le réarmement même culturel, et il fait appel aux patriotes. Je pense que si on ne va pas militariser la jeunesse, il faut quand même la réarmer dans son amour du pays. C'est-à-dire, il faut lui réapprendre, si vous voulez, on fait, entre guillemets, on peut faire une guerre, on peut se mettre en mode guerre, si on aime quelque chose. On ne se bat pas pour quelque chose qu'on n'aime pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, à mon avis, réinsister sur les valeurs patriotiques, sur le respect du drapeau, sur la Marseillaise, parce que sinon, si vous réarmez pas militairement et que les gens ne vont pas faire dans la conscription, dans le service militaire, et que vous réarmez pas culturellement, vous pouvez pas demander à des gens de vouloir être amoureux de leur pays parce que potentiellement il y a des menaces extérieures et ne rien leur donner à aimer. Voilà. Ouais, est-ce qu'il vous semble, sérieusement, que dans la jeunesse française, par rapport à notamment ce qu'on a vu au niveau Jeux Olympiques, l'aspiration très française par rapport au soutien aux athlètes français, qu'ils soient valides ou paralympiques. Enfin, il me semble bien quand même que cette notion de patriotisme continue à exister, notamment dans la jeunesse française. Non, Jean-Luc, il me semble pas partout. Je rappellerai qu'un certain nombre d'incidents ont eu lieu, notamment lorsqu'on a installé un certain nombre de portraits, ou alors lorsqu'on a fait des commémorations pour des professeurs qui ont été égorgés, que dans certains quartiers on a du mal à enseigner la Shoah, et donc en fait non, c'est extrêmement minoritaire. C'est pas du tout extrêmement minoritaire. D'ailleurs, il y a un mouvement des professeurs qui lutte contre le pas de vague et qui est un mouvement qui est très important. Et donc je dis qu'il faut réarmer culturellement notre enseignement et notre éducation. Et je pense que d'ailleurs c'est un combat qui pourrait être partagé par une partie de la gauche. C'est un peu le combat des hussards noirs de la République. Il faut le redonner. Il faut redonner à l'amour du pays. Bon, on va marquer une pause, c'est la pub, et on se retrouve dans quelques instants. Ce sera votre coup de gueule, Jonas. À tout de suite, ou coup de projecteur. C'est Brigitte Lahaye. Sud Radio. Grâce à vous, nous sommes 1 million sur YouTube. Écoutez, franchement, bravo et merci à tous d'être à l'écoute de Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on se retrouve avec vous sur Sud Radio. Alors Jonas, avant de continuer à débattre de l'actualité, votre coup de projecteur, coup de gueule? Oui, c'est un coup de projecteur sur les courageux entrepreneurs. Vous avez décidé de créer votre propre emploi et puis malheureusement, certains sont en train de le perdre. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des chiffres qui viennent de tomber et 61 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi en 2024. C'est un record absolu. On n'a jamais depuis 10 ans autant eu de faillites d'entreprises. Ça touche notamment des secteurs comme le transport, la logistique, la construction. Et vous voyez, quand je vous donne les noms des secteurs dans lesquels les personnes sont concernées, ce ne sont pas des grands patrons. C'est pas des gens qui s'en mettent plein les poches. Ce sont des personnes qui ont voulu créer leur entreprise après une reconversion professionnelle, ou alors parce qu'ils ont l'amour de leur métier, et ils sont obligés aujourd'hui de déposer le bilan. Alors, qu'est-ce que ça nous implique? Qu'est-ce que ça doit nous déclencher? C'est que moi, je pense qu'il faut vraiment fondamentalement changer de regard sur nos entrepreneurs. Il faut changer de regard sur la façon dont on les traite. Quand on sait
que 8 assignations sur 10 devant un tribunal de commerce vient de la part de l'URSSAF parce qu'ils n'ont pas payé leurs URSSAF en temps et en heure, il faut qu'on se pose des questions sur la façon... Vous êtes sûr du chiffre? Je vous les adresserai. Sur la façon dont on traite les entrepreneurs, il faut qu'on les aide à rebondir. Il faut qu'on leur explique qu'on est fiers d'eux et que le premier courrier qu'ils reçoivent, ce ne sera pas un courrier du service des impôts des entreprises, mais je dirais même un courrier de félicitations de leur maire, MAIRE, pour expliquer que c'est excellent ce qu'ils font. Parce que là où on en parlait tout à l'heure, là où effectivement parfois les politiques sont défaillants, là où parfois le spectacle, le théâtre politique qui est donné a du mal à se mettre en place, les entrepreneurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, réussissent à faire vivre ensemble des gens. Et vous voyez d'ailleurs, moi j'aime pas trop ce terme de vivre ensemble, j'aime bien le terme de faire ensemble. Et quand vous êtes dans un projet entrepreneurial, quand vous avez une entreprise, et quand vous essayez de faire ensemble avec des gens, d'ailleurs de culture, d'origine, de religions différentes, quel mérite ils ont. Et voir un tel chiffre de 64 000, je vous dis, c'est peut-être un mot fort que je vais employer aujourd'hui, c'est le plus grand plan social de l'année 2024. On a viré 64 000 entrepreneurs. Et donc j'ai une pensée pour eux, puisque le chiffre est tombé lundi, donc hier. Mais il y a le problème de l'énergie, il y a le problème j'ai interrogé des commerçants, ils sont passés, le prix de l'énergie a triplé pour eux, donc évidemment le chiffre d'affaires ne suit pas. Alors ça, c'est les conséquences dramatiques de nos erreurs et de nos errements sur la période, je dirais Hollande début Macron, en matière de nucléaire, puisqu'on a décidé, alors qu'on avait une guerre à nos portes, de fermer sous la pression des écolos, non seulement évidemment Fessenheim, mais pas que Fessenheim. Quand vous dites à tout un secteur, notamment l'électronucléaire, on va passer de 75 à 50%, eh bien on arrête de produire du nucléaire et on arrête de produire la seule énergie qui nous permettait d'être pas cher. Absolument. Et donc en fait, on fracasse. Faut qu'on dise aussi que ces politiques ont fracassé nos petits entrepreneurs. Oui, vous êtes délégué général Ergun Topasland de Territoire de Progrès. Vous êtes également chef d'entreprise. C'est ça. La réalité, c'est que dans les moments de tension de l'économie, puisqu'il y a un contexte quand même international qui nous impacte, il y a deux écoles, il y a deux courants par rapport à la politique publique. Et c'est vrai que ces dernières années, l'année dernière en particulier, on n'a pas assez eu d'accompagnement, notamment d'investissement public, pour relancer certains secteurs. Moi, je viens du monde de la construction, mais les mises en chantier, les dépôts de permis de construire, on sait depuis 24 mois à peu près que la Fédération française du bâtiment nous alerte sur la crise qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, quand le public, l'investissement public, donc il y a deux écoles, parfois certains nous disent restriction budgétaire, on n'investit plus du tout, on arrête les gros investissements. D'autres, politiquement parlant aussi, poussent dans les moments de difficulté économique nationale à investir un peu plus de la part du public. Bien sûr. Ce débat-là, malheureusement, on l'a pas eu dans notre pays. On a été évidemment un peu paralysé par la situation au sein de l'Assemblée nationale, mais on n'a pas pu confronter certains modèles et certaines possibilités de relance de notre économie. Aujourd'hui, dans la promotion, ça reprend un petit peu, on voit que certains promoteurs, mais les gros, les historiques, commencent à reprendre un peu de force. Le temps que ça ruisselle, comme on peut le dire, dans le PME et dans nos artisans, ça prendra encore un certain temps. Mais mettons le débat de notre modèle économique et comment est-ce que l'investissement public peut avoir un rôle important dans la relance et dans l'accompagnement de nos chefs d'entreprise. Un petit mot par rapport à ce qu'a dit Jonas Stadlat. Je pense qu'il y a un vrai écho dans l'opinion publique. Tout à l'heure, j'étais un peu rapide quand j'ai parlé des acteurs de substitution à cet éclipse du politique, les élus locaux et les entreprises. À une époque, il y avait une vision très idéologisée. Il y avait un regard très gauche-droite sur l'entreprise. Je donne souvent cet exemple anecdotique, mais quand Jean-Pierre Raffarin, jeune Premier ministre en 2002, va à l'université d'été du MEDEF en septembre, il perd dans des enquêtes IFOP JDD 15 points chez les jeunes, 20 points à gauche, c'est complètement fini. Et les Français voient plus que par le passé la structuration. L'entreprise, c'est pas seulement le gros groupe qui peut être parfois repousseur et méchant, c'est des 94%, d'ailleurs on fait le baromètre avec nos amis de Fiducial, de TPE, de très petites entreprises, de 0 à 19 salariés, c'est la PME qui se bat à l'international, donc il y a un regard beaucoup plus lucide. Quand on a travaillé récemment sur le plan d'économie de Michel Barnier dans le cadre de son budget, on avait quand même presque un Français sur deux qui était défavorable à ce qu'on taxe les entreprises. Quand en 2012, François Hollande propose son plan de 10 milliards d'impôts de plus sur les ménages, 10 milliards sur les entreprises, il n'y a aucun souci à taxer les entreprises. Donc il y a vraiment, je dirais que ça fait son chemin, cette idée de l'utilité de l'entreprise, dans un contexte aussi où les attentes à son égard, la nature a horreur du vide, ont explosé en matière de santé, en matière d'égalité, en matière effectivement de lutte contre les discriminations. C'est une communauté, il
il n'y a pas cette focalisation qu'on peut voir dans la société sur les origines, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Dans une entreprise, il y a un lieu. On avait travaillé avec Havas sur l'entreprise républicaine et l'entreprise apparaît comme un lieu républicain. Oui. Parlons quand même. Oui, Jean-Luc. Ça me faisait penser au raté gouvernemental dernièrement sur les auto-entrepreneurs. Ouais. Sur le budget de l'État. D'avoir l'auto-entreprise, pour moi, est une nécessité, en dehors des grandes entreprises et des moyennes entreprises. Mais alors, heureusement, ils sont, semble-t-il, revenus dessus, sur la taxation et la baisse et l'augmentation de la TVA au-delà de 25% du budget, ou des 25 000 euros de 25 000 euros de chiffre d'affaires, pardon. Voilà. Ça reste à vérifier que vraiment ça a été remis en cause. C'est gelé pour l'instant. Je vous propose qu'on marque une petite pause. On va parler donc de cette information. Alors, elle est au conditionnel. Elle a été annoncée par son avocate, Salah Abdeslam. Donc, sa compagne serait sa femme, puisqu'il s'est marié religieusement en prison, pas avec une femme qui lui a été présentée par son père. Sa compagne serait enceinte. Salah Abdeslam, qui était à l'isolement total, un des responsables des attentats du 13 novembre. Voilà, ça pose question. À tout de suite. Bonjour, c'est André Berkoff. Tout à l'heure, de midi à 14h, nous aurons réponse à tout parce que nous avons question à tout. C'est dans Berkoff dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors cette information qui a été donnée par l'une des avocates des victimes, Samia Maktouf, elle était ce matin chez nos confrères de CNews. Écoutez ce qu'elle disait à propos de Salah Abdeslam, donc terroriste en détention, condamné à perpétuité. Il se serait marié en prison il y a quelques mois. Écoutez. Il est en train de purger une peine incompressible. Il semblerait que l'épouse qu'il a choisie, suite à des centaines de demandes, serait enceinte. Donc Salah Abdeslam va avoir un enfant, c'est ce que vous nous dites? Oui. C'est le respect, je vous parlais à l'instant de l'état de droit, c'est le respect de la dignité de l'être humain. Notre état de droit l'autorise à avoir un rapport sexuel parce que ça fait partie de l'humanité, si tant est qu'il en reste un peu auprès de ces terroristes. L'avocat que vous êtes, parle d'état de droit. C'est vrai qu'on voit les réactions. Les gens sont choqués de se dire que cet homme-là, au-delà de ça, pardon d'être peut-être trivial comme ça, mais il va se reproduire. C'est-à-dire que cette mauvaise graine, comme on dit, ça interroge. C'est surtout qu'il a tué d'autres enfants, quoi. Oui, c'est-à-dire que lui, il produit quelque chose qu'il a tué, à savoir la vie, mais c'est vrai que là, pour le coup, je vois mal comment on pourrait contester. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les UVF, le parloir conjugal, dans lequel vous avez le droit d'avoir des relations intimes. Mais évidemment, tout ça est extrêmement encadré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande précise à l'administration. Il faut que cette demande, elle soit acceptée, mais surtout, il faut que le comportement du détenu l'autorise. C'est une forme de faveur, vous voyez, c'est comme quand on vous met à l'isolement total. En fait, pour sortir de l'isolement total, il faut que vous le justifiez. Donc, ce qui s'est certainement passé, c'est que dans le catalogue morbide dont on parlait tout à l'heure, des femmes qui se sont proposées à lui, il en a choisi une. Il a fait une demande écrite au directeur de l'établissement pour avoir des rapports fréquents dans une unité de vie familiale qui existe dans certaines prisons, qui n'existe pas dans d'autres prisons. Mais à mon avis, vu la prison dans laquelle il est, il doit y avoir. Et donc oui, il a et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé quand on a des relations conjugales. Après, je comprends que moi ça choque énormément les gens. Mais d'ailleurs, c'est juste un petit message pour certains amis qui disent que notamment du bord politique adverse, que la France est un pays de racisme systémique et qui est intolérant et qui est islamophobe. Franchement, dans un pays qui est islamophobe, de racisme systémique, quand des terroristes sont autorisés à se reproduire, vous m'expliquerez dans quelle autre démocratie c'est autorisé. Donc on est arrivé là à un truc qui démontre bien qu'on est dans le respect de l'état de droit le plus total jusqu'au moment dans lequel ça nous fait tous mal en réalité d'entendre cela. Ouais. Jean-Luc? Pauvre enfant. Pardon? Pauvre enfant. Oui, pauvre enfant, vous avez raison. Oui, on n'a pas pensé à l'enfant, mais... Vous avez raison, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses. Il y a Nordal Lelandais aussi qui s'est reproduit. C'est terrifiant, mais bon, c'est...
Oui, je sais pas trop comment réagir. Je pense que les Français restent, on l'a vu au moment de l'anniversaire des 10 ans de Charlie, restent extrêmement choqués par cette séquence 2015-2016, jusqu'à Nice et Saint-Étienne du Rouvray. Et je pense qu'ils veulent surtout ne plus entendre parler des terroristes survivants. Et sont plutôt sur une logique de sévérité extrême. Maintenant, je ne vais pas me prononcer sur cette affaire. Non, mais on voit que ça provoque un certain nombre de réactions. On peut comprendre le malaise, c'est absolument évident compte tenu aussi de ce que vous disiez, Jonas, sur les enfants qui n'ont pas vu leur père, qui ont été tués, et les familles déchirées, notamment très souvent. C'est un peu les débats douloureux comme on peut avoir sur notamment le rapatriement des enfants de djihadistes là, qui sont actuellement retenus aussi en Syrie. Est-ce que notre démocratie et l'état de droit, notre séparation des pouvoirs nous permet d'avoir la maturité pour traiter ce genre de sujet? C'est sûr que humainement, en tout cas personnellement, c'est très très délicat à entendre, à accepter. J'imagine que ça doit être le cas pour beaucoup de Français aussi. Ça, à part avoir de la compassion, repenser à toutes les victimes de ce sale monsieur, je sais pas quoi faire dans cet instant. Sale individu. Peut-être qu'on peut évoquer un peu la situation économique des États-Unis, avec une chute vertigineuse de la bourse, avec les actions Tesla qui se cassent la figure, avec Donald Trump qui a signé un nombre de décrets qui pour l'instant ne sont pour la plupart pas appliquées. On pense à la frontière, du Canada, et les taxes, il a repoussé d'un mois, et donc Wall Street à la baisse, inflation, licenciement. Beaucoup d'inquiétudes économiques. Je sais pas. Les États-Unis sont le pays du libéralisme. C'est vrai qu'être contraint avec une mise en autarcie, une refermeture des frontières, une économie qui se renferme sur elle-même, c'est jamais bon signe. Et c'est ce qu'on expliquait, ce qu'on dénonçait lors de la campagne, c'est-à-dire que le populisme qui a touché la campagne de Donald Trump, aujourd'hui, on en voit les répercussions. Après, c'est une personne qui est très pragmatique et qui sait changer de position et de posture assez rapidement. Donc c'est ce qui était indiqué en fait, et il va effectivement avoir des coups de gueule, des effets d'annonce, et au final il va se rétracter, un peu pris par le réalisme. Mais la réaction en tout cas des marchés de Wall Street est assez inédite, et je pense que c'est un signal fort pour lui, à lui de voir comment il va réagir, son administration comment elle va réagir dans les annonces qui ont été faites. Est-ce qu'ils vont faire demi-tour tout de suite ou partir dans une phase de négociation avec notamment les clauses de réciprocité avec les pays, et notamment qui nous concernent aussi. Ils voulaient en mettre en place avec l'Union européenne. Oui. Moi je reboucle avec le discours du président Macron la semaine dernière, dans le sens où en réalité, avec tout ce que vous dites de ce qui se passe aux États-Unis, on n'est pas en guerre, on n'est pas en guerre militaire, mais la guerre économique arrive. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien, on sent des prémices d'une guerre économique très violente. Je rappelle quand même que la bourse américaine s'est effondrée il y a un mois et demi, avec un record de baisse absolue à la suite de l'annonce d'une intelligence artificielle chinoise. Et quand vous avez une bourse comme celle des États-Unis qui est fébrile et fragile au point de s'effondrer parce qu'on a une annonce de l'intelligence artificielle chinoise, ça veut dire que la guerre économique a commencé. Voilà. Et donc je veux juste qu'on en prenne conscience pour que nos responsables politiques et nos dirigeants économiques ne soient plus en mode naïveté. Je pense notamment à d'autres secteurs, comme le secteur de l'automobile, dans lequel nous sommes extrêmement menacés à la fois par la concurrence asiatique et par les mesures de rétorsion américaines. Donc ne croyons pas, j'essaye de recentrer le débat au niveau français, vous m'en voulez pas, mais ne croyez pas que tout ça n'aura pas de conséquences sur notre économie française, qui est aujourd'hui dans une économie mondialisée interdépendante, et chaque bougie que nous allons faire aura des conséquences sur notre propre économie. Oui, Frédéric. Il va falloir revoir beaucoup de résolutions faites au niveau de l'Union européenne. Beaucoup de résolutions sur cette espèce de commerce libre et soi-disant non faussé, qui est largement faussé. Et ce que fait le président Trump maintenant va obliger l'Union européenne à changer un peu ses modes de fonctionnement. Oui. Quand je dis un peu, je pense que c'est même beaucoup. Beaucoup. Frédéric. Non, mais on est dans un moment très particulier où les questions internationales n'ont jamais autant intéressé les Français. Les Français ont le sentiment que ce qui se passe dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, en Ukraine ou ailleurs, a des conséquences sur leur vie. Et c'est vrai que par rapport à Donald Trump, il y a bien sûr une répulsion des Français. L'enquête, la balise, il faut fiduciaire pour Sud Radio, donnait je crois presque 88% de rejet. Mais il y a une forme de fascination sur celui qui agit, qui décide, qui a signé ce décret. Mais
voilà, quand on le lance dans une guerre économique, on a bien vu la réaction très patriotique des Canadiens, le fait de boycotter les produits, on rentre dans un moment d'incertitude qui contraste et qui met encore plus en valeur le sentiment qu'en France, les choses sont à l'arrêt. Oui, Tesla s'est effondré. Oui, c'est ça, de 15%. C'est des chiffres assez énormes. Bah, c'est ça le problème des entreprises qui sont très personnifiées, qui sont très liées à l'image de leur fondateur ou bien de leur patron. C'est vrai qu'Elon Musk, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il a proposé ses satellites pour l'Ukraine, avait une image extrêmement positive et d'ailleurs ça s'impactait, y compris dans notre pays. Et là, dernièrement, moi j'ai pu voir à Nancy des véhicules Tesla où c'était écrit derrière, j'ai acheté mon véhicule avant que Elon Musk devienne fou. Donc lui, s'est vachement engagé dans la campagne. En plus de ça, il s'est intéressé à la campagne en Allemagne avec un soutien au parti d'extrême droite. Et malheureusement, c'est un peu le retour de flamme pour Elon Musk et pour les travailleurs de Tesla sur le sujet. Bon, on va marquer une petite pause et on va parler de ce qui se passe, des relations Ukraine-États-Unis en ce moment même, des discussions qui ont lieu en Arabie Saoudite. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, la guerre en Ukraine, évidemment, a des répercussions. Vous l'avez entendu avec le président de la République la semaine dernière. La nécessité de réarmer le pays. Comment financer ce réarmement? Est-ce qu'il va falloir travailler plus? On va avoir dans quelques jours une annonce qui sera faite sur des produits financiers. Comment réarmer? Est-ce que c'est aujourd'hui la priorité pour la France? Peut-être Ergun Toparslan? C'est plus que la priorité, c'est une nécessité de survie, encore une fois pour revenir dans le contexte, mais encore une fois, le réarmement, ça a un coût et il faut que nos concitoyens soient aussi conscients de l'impact que ça peut avoir dans le quotidien. Le président de la République, et ça a été signalé, indiqué, a dans son allocution indiqué que peut-être certaines réformes, notamment pour aller dans cette perspective-là, seraient mis en attente, en suspens. Comment il y a des syndicats qui ont commencé à dire que les travaux qui concernaient la réforme des retraites seraient peut-être mis en suspens. Voilà, comme l'a dit Jonas tout à l'heure, on rentre en guerre, la guerre économique a déjà démarré, et il faut qu'on se réarme dans tous ces secteurs. Et évidemment, ça va impacter tous les Français. Créer une deuxième journée de solidarité, c'est une des possibilités. Après, moi je m'interroge sur la guerre en elle-même. C'est-à-dire, est-ce que la guerre, aujourd'hui, ça va être les chars, ça va être les fantassins, ça va être... c'est aussi la question qu'on peut se poser. Jean-Luc, j'imagine que vous êtes profondément antimilitariste. Non, je peux être antimilitariste sur certains secteurs, mais je ne me considère pas comme antimilitariste. Je pense qu'il faut une défense. Donc, mais là, sérieusement, il ne s'agit pas d'avoir une défense uniquement française. Il s'agit d'avoir une défense sur l'ensemble des territoires européens, au-delà même de l'Union européenne d'ailleurs. Toutes les discussions qui ont lieu en ce moment. Il s'agit bien de voir comment on remet l'Angleterre dans le coup, la Grande-Bretagne. Elle a l'air d'accord. Comment on met la Norvège dans le coup? Comment on met... Et donc ça élargit, ça change la donne géopolitique. De toute façon, au niveau mondial, elle est changée. Mais elle est encore plus changée au niveau européen. Comment on reparle d'une politique européenne de réarmement? La France, là-dedans, joue un rôle central. Nous sommes les seuls, quasiment, avec l'Angleterre, mais qui n'est pas dans l'Union européenne, avoir une armée à peu près en état de marche. Je dis bien à peu près. Mais ne penser uniquement à se dire on va réarmer uniquement l'armée française, non, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, et je reviens aussi là sur les différentes politiques menées par l'Union européenne, au niveau militaire, on a laissé l'Union européenne, on a laissé la France produire des armements. Aucun de ces armements, que ce soit les avions, ou l'aviation, ou les navires, aucun n'était acheté par les autres pays européens. Il y a un problème. Le problème plus que conséquent. C'est de là que ça vient. Et on aura une vraie défense si elle est vraiment maintenant politiquement européenne, au-delà, avec l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne. Ouais. Que disent les enquêtes d'opinion, Frédéric Dabi? Très clairement, je prends notre balise de la semaine dernière. On a comme souvent, une opinion publique beaucoup plus homogène que la classe politique. Le fait de créer une armée européenne, je crois que c'est quasiment 2/3 d'adhésion et c'est un des scores les plus élevés. On l'avait testé pour la première fois en 1999 au moment de la crise du Kosovo. La guerre en Europe, c'est pas seulement cette affaire ukrainienne. C'est longtemps, ça fait longtemps que c'est dans les
d'esprit. Le seul point minoritaire dans l'opinion, c'est le fait d'envoyer des troupes terrestres européennes, mais encore, on est à 38%. On avait mesuré pour la première fois en février 2024, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, on était à peine à 20-25%. Donc même sur ça, il y a une opinion qui fait son chemin. Toutes les familles politiques sont plutôt à une personne sur deux favorable à l'envoi de troupes européennes, sauf les sympathisants iraniens qui sont vraiment en décalage. LFI, de ce point de vue-là, est plutôt homogène avec l'ensemble des Français. Il y a ce sentiment, et c'était une autre question de cette balise, et il y a toujours un récit de la guerre qui est très clair chez les Français. C'est Poutine l'agresseur, c'est Zelensky la victime, un vrai point de décalage avec beaucoup de propos sur les réseaux sociaux, beaucoup de leaders qui renvoient dos à dos l'un et l'autre. C'est pas du tout ce que fait une énorme majorité de Français. Oui. Jonas ? Je pense que comme on n'a pas connu de guerre depuis très longtemps, on a oublié que la guerre, c'est aussi l'opportunité dans une crise de reprendre un leadership. Jean-Luc Benamias se disait tout à l'heure, je prends un exemple. Lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains nous permettent de gagner la guerre, ils organisent l'OTAN et en prennent un peu la direction. Et donc aujourd'hui, les gens savent bien que quand l'OTAN parle, c'est aussi la question de la position des États-Unis. C'est envisageable de se dire qu'aujourd'hui, ça peut être la France qui prend le leadership européen en matière militaire, mais je dis bien le leadership. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dissoudre notre capacité nucléaire, d'armes, etc. Parce qu'on n'a pas que le nucléaire. On a aussi les industries qui vont avec. On a des très belles entreprises qui vendent partout dans le monde. Sauf aux Européens. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui vendent partout dans le monde, sauf aux Européens. Donc le deal serait le deal suivant. On est d'accord pour vous mettre sous parapluie français. En revanche, la contrepartie, c'est évidemment d'acheter français. Mais, j'ai un petit bémol quand même. Ouais. Et je suis content de la prise de conscience de tout le monde. Je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour le faire, mais qu'au début du quinquennat du président Macron, on a viré le général de Villiers qui avait demandé une augmentation des budgets. Voilà. Donc c'est bien de s'en apercevoir maintenant. C'était peut-être pas bien de virer quelqu'un qui a juste voulu dire la vérité sur l'état réel des menaces qui pèsent sur nous. Et je pense que tout le monde a réalisé aujourd'hui que la menace russe ne date pas d'aujourd'hui. On a viré, je ne considère pas que je virais le général de Villiers. Le président de la République l'a viré, il a été viré. Écoutez, oui, mais juste, surtout... c'est un rond de majesté, Jean-Luc. Juste pour dire que aussi le cadre qu'on a connu multilatéral post-Seconde Guerre mondiale est complètement remis en cause aujourd'hui. Les Nations Unies ou l'OTAN sont complètement remis en cause. C'est pour ça que en fait, on est à l'aube d'une nouvelle ère avec des multiguerres qui sont en train de se reproduire un peu partout. On voit très bien que la position en Syrie et en Ukraine peut varier. Il y a des États qui sont alliés dans l'un et qui sont opposés sur l'autre terrain de guerre. Donc dans ce nouveau cadre international, le rôle de la France est important et force est de constater que les postures et les positions du président de la République sont plutôt respectées. Les initiatives sont plutôt suivies sur le continent européen et appréciées des Français localement. Donc on a un enjeu, on a quelque chose à faire dans ce nouveau cadre multilatéral pour préparer les risques et surtout que les nouveaux risques, les nouvelles crises qu'on connaît internationales sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus rapides. Il n'y a qu'à voir sur les 3 dernières années le nombre de guerres et de crises internationales. Si on n'oublie pas que la géopolitique mondiale, ce qui est, j'invente rien, était totalement bouleversée depuis au moins 20 ans, que la Chine joue un énorme rôle, que l'Inde joue un énorme rôle, que l'Indonésie peut jouer un énorme rôle, que l'Afrique du Sud peut jouer un énorme rôle, que le Brésil peut jouer un énorme rôle, que le Nigeria peut jouer un énorme rôle, et qu'on ne reste pas sur une idée totalement auto-centrée sur les vieilles alliances. Nous sommes dans un bouleversement géopolitique, et dans ce cadre-là, l'Union européenne a intérêt à avoir des relations avec l'ensemble de ceux des pays des pays ou des continents dont je viens de parler, parce que sinon, se rester uniquement sur les histoires, mais on comprend pourquoi en ce moment, russes et américaine, ça ne suffit pas. Frédéric, vos propos ont fait réagir nos auditeurs sur, en gros, tout le monde veut faire la guerre, poser la question de savoir si les Français sont prêts à voir leurs enfants mourir à la guerre. C'est pas la question qu'on a posée. C'est pas ce que alors, justement, il y a une auditrice qui dit, posez cette question, est-ce que les Français veulent voir mourir leurs enfants à la guerre? Alors, vous savez, on en a déjà fait, et grâce à vous, on a fait des émissions de pédagogie sur les sondages. Une question de sondage, c'est très dur à écrire. Dès qu'on met une charge émotionnelle, est-ce que vous seriez prêt à voir votre enfant mourir à la guerre? Tout le monde répond non. Voilà, c'est pas la peine de poser la question, on connaît tous la réponse.
Ouais. Et donc, le sondage, oui, c'est ça. Je fais référence, je vais vous donner la question exacte et la source. C'était l'enquête IFOP fiduciale de la semaine dernière. On demandait, seriez-vous favorable, plutôt favorable, pas favorable ou pas plutôt favorable à la création d'une armée européenne. J'ai dit 66 et 67%. Une augmentation de l'aide européenne à l'Ukraine pour compenser la baisse de l'aide américaine, oui, 54%. Et l'envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'une intervention militaire terrestre, de troupes européennes, c'est 36%. C'est minoritaire, comme je l'ai dit. D'accord. Je voudrais qu'on parle du pape François, qui visiblement va mieux, mais très affaibli, et évoquerait la possibilité de démissionner, comme l'avait fait Benoît XVI. Qu'en pensez-vous? Peut-être un mot, Frédéric, sur le pape, la religion. Toujours un attachement des Français au pape. La démission, il y en a eu une. Ça avait été une surprise quand Benoît XVI avait démissionné, alors qu'on a l'habitude de voir des papes disparaître physiquement, mais donc ce qui met fin automatiquement à leur fonction. Je ne vais pas poser de questions là-dessus. Il y a un attachement à ce pape, même si j'entends dire qu'il n'a pas fait preuve d'une francophilie extraordinaire, une relation avec le président assez compliquée, mais effectivement, maintenant, Benoît XVI a créé un précédent, donc ça surprendra peut-être moins que ça avait surpris il l'avait dit qu'il avait dit en 2022, si son état de santé ne lui permettait plus d'être à la tête. C'est une fonction, c'est un métier, c'est une activité très intense, c'est pas une sinécure. Et un petit coucou aux complotistes qui avaient annoncé sa mort en disant que nous le révélerait le 3 mars, qu'il était mort depuis longtemps. Il a été retweeté par de nombreuses personnalités, donc on les salue, encore une fois. Oui, comme l'arrestation de Joe Biden qui avait été prévue il y a plus d'un an. C'est toujours... Il aura quand même marqué... Il y a quand même là, sur le pape François, sa difficulté médicale et peut-être la transition potentielle intervient à un moment qui est très particulier pour la chrétienté. Je rappelle quand même qu'on parlait de la Syrie tout à l'heure. Il y a encore quelques milliers de chrétiens en Syrie, mais qui ont été massacrés la semaine dernière. Que toutes les organisations qui sont liées aux chrétiens d'Orient expliquent qu'il y a un risque de disparition définitive de tout le christianisme dans son berceau originel, à savoir l'Orient, donc ce qui est quand même là pour le coup un véritable génocide qui est en cours, puisqu'ils sont massacrés. Donc ça, c'est un vrai sujet pour le potentiel futur pape. Et deuxièmement, un regain de foi très important. Il y a eu des articles, notamment à l'occasion du Carême, ou à l'occasion des Cendres, et bientôt à l'occasion de la Semaine Sainte, du nombre de baptisés, du nombre de personnes qui se reconnaissent dans la foi chrétienne et catholique, particulièrement en France. Et donc en fait, si vous voulez, on a eu un pape là qui a été une sorte de pape quand même de transition, parce que c'est une transition qui fut longue, mais après la démission de Benoît XVI, qui était un peu l'héritier d'une tradition très forte. Et juste, je regardais ce matin pour être certain de pas me tromper, il y a quand même eu des démissions de papes au-delà de Benoît XVI. On a eu 266 papes, il y a eu 10 démissions. Quand même. C'est intéressant comme chiffre. Mais dans l'époque contemporaine, je sais que vous vouliez évoquer les chrétiens, effectivement, qui sont massacrés, entre autres, avec les Alaouites en Syrie en ce moment. En Syrie, évidemment. Je pense que justement, peut-être dans le bilan, il a remarqué comme notre époque, le pape Benoît XVI, avec un rapprochement, et surtout à chaque fois... François, et avec un rapprochement, et surtout le sujet des chrétiens d'Orient qu'il a très souvent porté dans les nombreuses crises du Moyen-Orient. Et après, vis-à-vis de la France, effectivement, une présence, on va dire, un peu en zigzag, un très beau discours, un très beau parcours à Marseille, notamment un discours pour les immigrés vers la Méditerranée. Mais par contre, des absences, Notre-Dame, il n'était pas là, et une relation en dents de scie avec la France. Et voilà, peut-être un pape à nouveau européen qui reviendrait après. Ce que nous disait Caroline Pigozzi, un pape italien, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pape italien. Jean-Luc, vous en foutez du pape? Je ne peux pas dire que je m'en fous, puisqu'il joue un rôle international important. C'est vrai que c'est pas tout à fait ma culture, ce qui me reste de culture religieuse, si vous voulez. Voilà. Donc très bien, il joue un rôle.
Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Hein. Des personnes aussi âgées, c'est quand même... Voilà, il a le droit. Les papes, comme les autres, ont le droit à un moment donné, de partir à la retraite. Et s'ils pouvaient partir à la retraite de manière un peu plus en forme, ce serait bien. Mais j'ai aucun conseil à donner au pape, il s'en fout. Hein. Oui, c'est ça. Il n'a pas demandé. Hein. Oui, il commence à 62 ans, par contre. Hein. Et puis, un sujet à réfléchir, on n'a pas le temps d'en parler. L'inéligibilité sera examinée par le Conseil constitutionnel le 18 mars. C'est l'inéligibilité avec exécution immédiate, un hasard du calendrier, dit-on, alors que Marine Le Pen menaçait... Mayotte, c'est ça, si je me trompe pas. Pardon ? C'est pas d'un élu de Mayotte. Oui, absolument, voilà, c'est ça. Donc, l'examen de cette question prioritaire le 18 mars pourrait... Ça va jouer, puisque bien sûr. La concomitance, vous le disiez, Valérie du calendrier, fait que le 31 mars, il y aura le verdict concernant le procès des élections parlementaires du RN à l'Assemblée européenne. Et effectivement... par rapport aux réquisitions qui ont été prises contre Marine Le Pen. Mais en quoi ça pourrait jouer sur... Ça peut créer une jurisprudence. Oui, ça crée une jurisprudence. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si quelques jours avant, il y a une décision qui va dans un sens, ça peut donner une orientation sur ce qui se passera quelques jours après. Oui, mais les cas ne sont pas les mêmes. Enfin, vous êtes avocat. Les cas ne sont pas... Les gars sont jamais les mêmes. Quand même. Quand on pose la question au Conseil constitutionnel ou à des cours comme la Cour de cassation, on sort des faits. Et on va sur le droit. Donc en fait, si le droit est tranché d'une façon en particulier, les faits, c'est déjà en première instance en réalité. Et voilà, on ne débat plus les faits. Voilà. Il y aura un recours, c'est sûr. Merci à vous, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Merci à vous. Merci. C'est Benjamin Glaise. Sud Radio.